Je veux que vous soyez le dernier survivant quand toute votre famille aura crevé. Parce que, d'après ma mère, c'est ce qui vous fera le plus souffrir. Thomas Shelby de la série Peaky Blinders est pour beaucoup l'un des personnages les plus respectés qui soit. Et même si je ne vous recommande pas d'être comme lui à tout point de vue, il y a 4 habitudes clés que vous pouvez apprendre de lui et qui vont vous donner immédiatement beaucoup plus de respect et de considération de la part des autres. Alors bien sûr, Thomas Shelby, c'est un personnage de fiction. Mais les principes psychologiques qui se cachent derrière son attitude confiante et respectée fonctionnent aussi bien dans la vie réelle que dans la série. Je tiens à vous préciser que les habitudes que nous allons voir vont amplifier le respect que les gens ont déjà pour vous. Car le respect se gagne avant tout par les actes, plus que par les mots. Le respect se gagne par vos compétences. Commençons dès maintenant par l'habitude la plus simple de Thomas Shelby, pour inspirer le respect. Il s'agit de son contact visuel permanent et serein, surtout dans les situations de conflit. Peu importe à qui il parle, et peu importe si la situation est très tendue ou totalement détendue, il regarde son interlocuteur dans les yeux avec calme et sérénité. Le contact visuel génère toujours une pression, et ce, des deux côtés. En maintenant constamment le contact visuel, Thomas Shelby communique « Je peux gérer la pression. Je suis là et je n'ai pas peur d'être vu. » Je veux que vous soyez le dernier survivant quand toute votre famille aura crevé. Parce que, d'après ma mère, c'est ce qui vous fera le plus souffrir. Et ça a un effet très impressionnant sur les autres. Et pas seulement sur les autres êtres humains, mais aussi sur d'autres espèces animales qui sont en réalité totalement supérieures à nous en termes de force. Je vais vous montrer un court extrait d'un homme vers lequel court un grand gorille agressif. Et l'homme garde un contact visuel avec le gorille et reste immobile. Et regardez comment le gorille réagit. Into the forest, confronted us with the gorillas, and we got charged and charged and charged again. And I think, and I'm sure, if I would have even flinched one... Prenons maintenant une situation similaire. Cette fois, c'est un éléphant qui s'apprête à attaquer. Et une fois de plus, un homme maintient un contact visuel imperturbable et ne bouge pas d'1 millimètre. Si l'un des deux hommes avait montré ne serait-ce qu'une once de peur, il serait passé à la trappe peu de temps après. Mais grâce à ce contact visuel imperturbable et au langage corporel immobile des hommes, l'éléphant et le gorille ont tous deux douté de leur propre supériorité et ils ont abandonné leur attaque. Donc si un tel contact visuel et un tel langage corporel peuvent avoir un impact sur les grands animaux sauvages comme les éléphants et les gorilles, imaginez l'effet que cela peut avoir sur les autres hommes. En matière de respect, nous ne sommes pas très différents des autres mammifères. Ça signifie que si je me comporte comme une proie faible, vulnérable, j'ai beaucoup plus de chances de faire ressortir le côté prédateur chez les autres. Mais si vous vous comportez de manière forte et souveraine, notamment en maintenant un contact visuel et en ne vous laissant pas déstabiliser, même les plus grands et les plus forts ne vont pas pouvoir s'empêcher de vous respecter. Car le fait que quelqu'un ressente du respect à votre égard n'est pas une décision qu'il ou elle prend, mais un sentiment que vous suscitez en lui ou en elle. Donc cette compréhension du pouvoir du contact visuel trouve un écho profond dans les pratiques et personnes comme un moine thaïlandais de la tradition de la forêt qui a passé sa vie à observer son mental et en particulier sa peur. Et en se plaçant volontairement dans des situations de peur extrême, comme s'asseoir seul dans des jungles pleines de tigres et de serpents, il a appris à observer et à vivre pleinement sa peur. Et ça lui a permis de découvrir que les émotions, même intenses et effrayantes, sont des flux temporaires qui peuvent être observés et dissous par la pleine conscience et l'acceptation. Alors bien sûr, les exemples de gorilles et d'éléphants illustrent à quel point le contact visuel et le langage corporel peuvent être puissants. Alors bien entendu, la vidéo, c'est pas un guide pour gérer les animaux sauvages dangereux. Mais elle montre que
Tout comme ce moine thaïlandais a appris à dissoudre la peur par l'observation directe et l'acceptation, nous pouvons utiliser notre présence, notre contact visuel et notre calme pour influencer profondément les perceptions d'autrui et cultiver le respect, même dans les situations les plus intimidantes. L'erreur typique que vous pourriez commettre après avoir vu cette vidéo, ça serait toutefois de regarder les gens dans les yeux sans arrêt. Et cela mettrait beaucoup de pression sur vos interlocuteurs, ce qui pourrait les rendre beaucoup plus agressifs. Et je vais vous révéler une règle simple, mais très efficace pour établir un contact visuel efficace et confiant. Établissez un contact visuel dès que vous prenez la parole, puis au bout de 5 à 8 secondes, le temps de réaliser 1 à 2 phrases, vous détournez le regard vers la gauche ou la droite, et quand vous écoutez, vous établissez un contact visuel tous les 5 à 8 secondes, et vous détournez les yeux sur les côtés. Vous pouvez aussi hocher la tête de temps en temps. Ça montre à la personne que vous l'écoutez vraiment et que vous la considérez. Avant de continuer, si vous voulez devenir un excellent communicant en organisant vos idées pour qu'elles soient entendues et respectées, en développant une voix puissante et en gérant votre stress au quotidien, alors je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour accéder à mon programme 100% offert avec 1 heure de contenu sur la prise de parole en public. Nous allons voir notamment un modèle de communication très efficace et simple à appliquer pour transmettre clairement votre message. Je vais vous révéler également 4 exercices puissants pour obtenir une diction parfaite et bien plus encore. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo. La prochaine habitude respectueuse de Thomas Shelby, c'est son rythme de comportement imperturbable. Dans la plupart des situations, même lorsqu'il est menacé, il n'accélère pas son rythme, mais continue de parler lentement et de se déplacer à sa propre vitesse, sans se laisser impressionner. Il n'a donc jamais l'air intimidé. Est-ce que vous me suivez, Irène O'Donnell? Il y a d'autres moyens de remplir cette mission. Laisse-moi loger une balle dans cette tête de Romano. Non. Il se renseigne sur ses ennemis. C'est pour ça qu'il a été choisi. On m'a choisi? On m'a choisi. L'heureux élu peut-il fumer? Cette lenteur imperturbable de sa part est frustrante pour ses adversaires, comme vous venez de le voir. Car elle leur donne l'illusion qu'ils n'ont aucun pouvoir sur lui. Et c'est ainsi que Thomas Shelby parvient à déstabiliser ses adversaires et à faire tourner la dynamique de pouvoir de la situation à son avantage. La seule différence entre toi et moi, Freddy, c'est que parfois, mes chevaux ont une chance de gagner. Vous pouvez aussi utiliser ce principe psychologique. Si vous n'accélérez pas le rythme de vos mouvements et de vos paroles dans des situations de pression, mais que vous gardez un rythme de parole normal et lent, vous n'êtes pas impressionné émotionnellement par la situation et vous inspirez automatiquement le respect. Non, mais ces derniers jours, j'ai pas mal spéculé. Et sur quoi? Maintenant, quelle sorte de liste associerait le nom d'un communiste à celui d'un bookmaker? Eh bien, sans doute, la liste des hommes qui donnent de faux espoirs aux pauvres. Et la plupart des gens commencent à bouger, à parler plus vite que d'habitude, en situation de pression. Ce qui est tout à fait normal. Mais ça donne une impression de nervosité et de manque d'assurance. Et dans ce genre de situation, il est important de créer un contraste. Si quelqu'un s'énerve, parlez-lui lentement et avec une voix calme. Il va se calmer au fur et à mesure. Disons que vous avez un désaccord avec un collègue de travail ou un partenaire commercial. S'il vous dit quelque chose qui vous met en colère, retenez l'impulsion de devoir répondre immédiatement et rapidement. Au lieu de ça, prenez par exemple d'abord une respiration calme et attendez 2 à 3 secondes. Puis commencez à répondre consciemment à votre rythme de parole. Et vous allez voir que votre réponse, tant au niveau du ton que du contenu, va être nettement plus confiante. De plus, la pause que vous laissez vous donne immédiatement l'impression d'être beaucoup plus calme. Car quelqu'un qui ne serait pas calme ne laisserait pas de pause, mais se lancerait immédiatement dans des attaques verbales. Regardons un exemple d'une excellente réaction, celle d'Angela
Merkel. Lors d'un débat, un homme politique pose une question insinuante à Angela Merkel, donc elle peut se sentir émotionnellement contrariée, mais elle ne le montre pas à l'extérieur. Elle reste calme et sereine. En effet, lorsque c'est son tour de parler, elle prend lentement le micro, se donne 2 secondes, puis commence à parler d'une voix sereine avant de contre-attaquer avec humour. Und zwar, Frau Merkel, Sie haben uns im Namen der Toleranz in eine Diktatur geführt, ist meine Meinung. Wir haben eine Propagandapresse, die DDR wäre blass, die würde vor Neid erblassen, wenn sie das sehen würde. Unsere Grundrechte, Meinungsfreiheit ist als AfD-Mitglied ist das auch nicht gegeben. Das wollte ich jetzt hier kurz sagen. Und jetzt meine Frage, die ich gestellt habe, lese ich mal vor. Fühlen Sie sich persönlich verantwortlich, mit Ihrer Migrationspolitik das Land gespalten zu haben? Und das tut die Kanzlerin. Also erstmal ist ja die Tatsache, dass Sie hier in Reihe 1 sitzen und mit Ihrer Frage nicht gefährdet sind, einfach Ausdruck, dass Sie das sagen können und dass ich selbstverständlich auch auf Ihre Frage antworte. Und es gibt Schranken der Meinungsfreiheit, dann nämlich, wenn es die Würde anderer Menschen in Gefahr bringt. Das ist aber, glaube ich, unter uns jetzt auch mal unstrittig. En cas d'attaque, réalisez une courte pause avant de répondre pour désamorcer la situation. Et en faisant ça, vous renoncez à une réaction précipitée et vous réfléchissez à votre action. Donc, la prochaine fois que vous vous sentez agité, peu sûr de vous ou en colère, comptez intérieurement. 1, 2, 3. Et vous répondez ensuite. Ça vous laisse le temps de trouver une meilleure réponse. De plus, des études montrent que vous êtes ainsi perçu comme plus sûr de vous. La 3e habitude respectueuse de Thomas Shelby va de pair avec cela, à savoir, il détermine lui-même la réaction qu'il va avoir à l'égard de son interlocuteur, au lieu de se contenter de réagir par réflexe, de manière automatique, de manière émotionnelle. Par exemple, si quelqu'un vous crie dessus, le réflexe humain de lutte serait de crier en retour. Le réflexe humain de lutte serait de devenir très silencieux et de regarder vers le sol ou de quitter rapidement la situation. Et un autre réflexe humain serait de se figer et de ne rien faire du tout. Thomas Shelby n'a aucun de ces réflexes, mais se comporte de manière proactive dans de telles situations. Moi, je suis Billy Kimber, c'est moi qui dirige les courses. Et comme vous en avez truqué une, je vais devoir vous faire fusiller contre un poteau. Monsieur Kimber. Regardez. Mon nom est gravé dessus. C'est un cadeau d'Ellie. Il me semble que vous aussi, vous êtes en guerre contre leur famille. S'il avait eu le réflexe de réagir de manière émotionnelle, il aurait paru faible et prévisible. En revanche, son comportement proactif et non émotionnel le rend non seulement difficilement prévisible, mais il communique également sa force. Et comment fait-il? Alors bien sûr, c'est qu'une série, c'est évident. Mais dans la vraie vie, ça signifie que vous ne pouvez pas vous comporter de manière calme et proactive dans une situation de pression que si vous avez pris l'habitude de réagir avec calme à votre stress intérieur. Bien que ça ne fasse pas disparaître complètement le stress, cela aide à le contenir, ce qui vous permet ainsi de ne pas réagir impulsivement aux événements extérieurs. Donc au lieu de réagir avec colère par exemple, vous maintenez votre calme. Viktor Frankl, le célèbre psychiatre, a dit que nous avons un espace mental entre le stimuli, ce qui nous arrive dans le monde extérieur, et notre réaction. Apprendre à gérer le stress avec sérénité demande de l'entraînement. Il faut pratiquer régulièrement dans des situations stressantes jusqu'à ce que notre système nerveux apprenne à ne plus associer le stress à une réaction de panique. À la place, il devrait associer le stress à une réaction calme. Donc imaginez-vous vous entraîner à jouer au tennis contre une machine qui lance des balles rapidement. Au début, vous pourriez être surpris et stressé par la vitesse des balles, en réagissant de manière désordonnée ou paniquée. Et avec le temps, et beaucoup de pratique, vous allez apprendre à répondre aux balles rapides de manière beaucoup plus calme et contrôlée. Vous n'éliminez pas la vitesse des balles, qui représente le stress, mais vous apprenez à y faire face sans paniquer. Et donc c'est ce que Frankl voulait expliquer.
En vous entraînant régulièrement, vous apprenez à utiliser cet espace mental pour choisir de réagir calmement plutôt que de façon stressée. Pour vous donner un exemple concret, c'est comme la douche froide. Quand vous prenez une douche froide, vous allez avoir une réaction physique et vous allez vous contracter dans tous les sens. Vous avez un stimuli, le froid, et votre réaction. Vous allez vous contracter encore et encore. Et lorsque vous vous contractez, vous allez avoir plein de pensées négatives. Et dans ce genre de situation, tout est une question de lâcher prise. Cette intervention entre le stimuli et la réaction, ici, l'objectif, c'est donc de se dire, c'est pas moi et le froid, c'est je suis le froid. J'accepte cette situation de froid. J'arrête de me contrôler et j'accepte. Plus vous allez accepter cette sensation de froid, plus vous allez lâcher prise. Vous allez arrêter de vous contracter. Quand vous recevez l'eau froide sur vous, bloquez votre respiration, bloquez cette réaction automatique lorsque le froid arrive sur vous. Et dites-vous, c'est tout à fait normal si mon corps réagit en se contractant. Et commencez à respirer lentement et profondément. Et c'est donc là qu'on intervient. Et plus vous allez vous entraîner à intervenir entre le stimuli et la réaction, plus ça va vous aider à mieux gérer vos émotions et celles des autres personnes en face de vous. Face à quelqu'un en colère qui décharge ses émotions sur vous, par exemple. Si vous apprenez à le faire, vous allez sortir de vos réactions instinctives. Ce qui signifie que notre réaction à un événement extérieur dépend uniquement de nous, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Quand je m'énerve contre quelqu'un, je m'interromps et je me dis, si je m'énerve plus de 15 secondes, c'est à cause de mes propres problèmes non résolus. Il y a un gros problème pour que quelqu'un puisse me déclencher cette colère. Alors combien de temps devons-nous nous énerver ? C'est nous qui décidons. Personne ne peut nous voler du temps, sauf si nous sommes complices. Personne ne peut nous énerver, sauf si nous lui donnons ce pouvoir. Je vous invite donc à avoir à portée de main un chronomètre ou un minuteur. Vous le programmez sur 15 secondes et à chaque fois que vous vous énervez, vous le déclenchez immédiatement. Et ça, c'est un bon moyen de vous rappeler ceci. Personne n'a le pouvoir de vous énerver. C'est vous qui le décidez. Le personnage Thomas Shelby l'a appris en surmontant constamment les situations de pression pendant la Première Guerre mondiale et pendant son ascension en tant que chef de gang. Mais pour développer cette qualité, il n'est heureusement pas nécessaire d'avoir fait la guerre ou d'être devenu un criminel. Mais pour ça, vous devez être capable de contrôler vous-même votre niveau de stress. Et je vais vous montrer une des nombreuses possibilités d'apprendre à le faire. La cause du stress, c'est donc pratiquement toujours la peur. La peur de perdre son statut, par exemple, en se ridiculisant, ou la peur de perdre ses ressources, comme l'argent, ou la peur de subir des dommages physiques, et ainsi de suite. Le mot peur vient du latin pavor, qui signifie effroi, épouvante. Donc cette émotion s'accompagne souvent d'un sentiment d'enfermement, comme illustré par les rêves angoissants de Thomas Shelby dans les étroits tunnels de la Première Guerre mondiale. Ces exemples montrent que les images intérieures, car les rêves sont des images intérieures intensément imaginées, peuvent influencer très clairement votre vécu. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de rêver la nuit, mais vous pouvez aussi imaginer intensément des images intérieures pendant la journée, bien éveillées, afin d'influencer sensiblement votre vécu. Certaines images intérieures peuvent nous stresser, comme dans les rêves de Thomas Shelby. D'autres images intérieures peuvent avoir l'effet inverse, à savoir vous rendre beaucoup plus serein. Ici, Shelby utilise l'image d'un tunnel sombre au bout duquel apparaît soudain la lumière de la sortie pour sortir son frère Arthur de son expérience d'anxiété. C'est comme ce long tunnel du côté de Dudley. Tu te souviens du canal Dudley, ligne numéro 1, 1070 mètres dans la nuit noire, et les rats qui barbotaient tout autour de nous. Ouais. Et juste après le tournant, un ray de lumière au bout du tunnel. On savait que c'était bon. Toi et moi, on savait qu'on était presque tirés d'affaire. On en est au même point, Arthur. Pour que vous puissiez être très stressé dans une situation de pression, vous devez vous sentir à l'étroit d'une certaine manière. Les problèmes ou les menaces doivent être ressentis comme étant très proches de vous, ce qui va vous pousser à vous sentir à l'étroit, capable de déclencher beaucoup de stress en vous. Et dès que vous parvenez à établir une distance intérieure par rapport à une situation de pression,
par exemple une discussion conflictuelle, vous pouvez, même s'il n'y a pas de distance extérieure, parce que vous êtes en plein milieu de la discussion conflictuelle, vous pouvez vous comporter de manière beaucoup plus calme et proactive grâce à votre distance intérieure. Les images intérieures peuvent à leur tour vous aider à prendre du recul par rapport à une situation de pression et à vous détacher émotionnellement de la situation. Et pour ces images intérieures, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, mais elles doivent clairement symboliser pour vous la distance intérieure et la séparation émotionnelle de la situation de pression. Et même si ça peut paraître difficile en soi, si vous vous exercez régulièrement, vous pouvez apprendre à maîtriser votre niveau de stress de manière à pouvoir, comme Thomas Shelby, rester extérieurement calme et proactif dans les situations de pression. Venons-en maintenant au cœur de la manière dont Thomas Shelby inspire le respect. Sa détermination intérieure à toute épreuve. Il sait exactement ce qu'il veut, pourquoi il le veut, et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir. Il a pour objectif de transformer les Peaky Blinders, un gang criminel, en une énorme entreprise légale et de créer ainsi pour lui et sa famille une vie de sécurité et de prospérité. Il est vraiment déterminé à 100% à atteindre cet objectif et à tout donner pour y parvenir. Toi, tu vas changer tes habitudes. Et moi, ce monde de merde. Je vais continuer. Jusqu'au jour où je tomberai sur plus fort que moi. Et je dis délibérément à 100%. S'il était, disons, déterminé à 98% à atteindre son objectif, mais qu'il avait encore une minuscule indécision, quelque part au fond de son esprit, il ne pourrait pas se montrer aussi déterminé et sûr de lui. En effet, cette minuscule indécision l'obligerait sans cesse à se demander s'il était vraiment prêt à tout faire pour atteindre son objectif. Cela le ralentirait, l'épuiserait, et il n'aurait pas l'air aussi sûr de lui. Au lieu de ça, il a exclu toutes les autres options. Et il n'y a uniquement pour lui que la réalisation inconditionnelle de son objectif. Et ainsi, il peut concentrer toute son énergie sur le comment. La détermination à 100% est plus facile que la détermination à 98%. Si vous êtes fermement décidé à atteindre un objectif et que vous avez donc exclu toutes les autres options, vous n'allez pas obtenir seulement une clarté qui va vous faciliter la vie, vous allez également obtenir un respect considérable de la part des autres, car vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'il veut. La détermination entraîne l'assurance. L'indécision entraîne l'insécurité. Les gens aiment la sécurité et détestent l'incertitude. Donc si vous rayonnez de sécurité par votre détermination, les gens vont vous aimer pour votre assurance et vont vous respecter pour votre détermination. Cette même détermination qui vous valorise aux yeux des autres est également cruciale dans votre vie professionnelle. Toutefois, pour vraiment exceller et passer au niveau supérieur, il est essentiel de savoir choisir les bons mots au bon moment. Imaginez pouvoir articuler vos pensées de manière si convaincante que vos interlocuteurs soient naturellement enclins à vous suivre, que ce soit dans une salle de conférence ou autour d'une table de dîner. Vous devenez le point focal, captivant et persuasif. Les mots ont également le pouvoir d'apporter confort et espoir. Un simple mot de réconfort peut changer l'humeur d'une journée, alléger le stress ou même raviver une étincelle d'espoir. Heureusement, c'est une compétence que vous pouvez apprendre et maîtriser. Ma formation 100% offerte, Booster votre influence, est conçue spécialement pour vous guider dans cette aventure. Et pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour rejoindre cette aventure et récupérer le programme.